Donc ici, on est dans l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement. Il y a plusieurs axes de recherche, dont un axe important qui est le vieillissement. Donc on fait une recherche sur le vieillissement dans la population générale. Une recherche dite épidémiologique. L'épidémiologie, c'est donc la science de la santé qui va s'intéresser à la santé des populations. Et donc, pour mener notre recherche, nous sommes amenés à travailler sur des échantillons tirés de la population générale. C'est notre caractéristique par rapport à ce qui existe dans la recherche clinique, par exemple. En recherche clinique, on travaille sur des patients qui viennent à l'hôpital ou qui viennent en consultation voir un médecin pour un problème donné. Nous, on n'attend pas que la personne vienne, mais on les tire au sort, soit sur les listes électorales, soit sur des listes d'assurés sociaux. On les contacte, on va les voir à domicile pour recueillir un certain nombre d'informations, faire des tests neuropsychologiques, éventuellement leur proposer de venir passer des examens comme une IRM, etc. Donc notre originalité, c'est cette recherche en population. Alors, nous menons ça depuis 1987, en fait, c'est-à-dire le tout début de l'étude de PACWID. PACWID, ça veut dire personne âgée quid, donc qui est une cohorte de près de 4000 personnes, 3777 exactement, qui ont été tirées au sort sur 75 communes de Gironde et de Dordogne, et qui ont accepté de participer à un suivi, initialement pendant 5 ans, et en fait, ça fait maintenant 25 ans qu'on les suit, régulièrement, à peu près tous les 2 à 3 ans. Et sur cet échantillon, eh bien, nous allons faire une recherche active de tout le déclin intellectuel, de la dépendance aussi, parce qu'on s'intéresse au vieillissement fonctionnel, et puis des maladies comme la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, mais également d'autres pathologies comme la maladie de Parkinson, par exemple. Il y a à peu près 150 publications qui ont été sorties de PACWID international. Difficile de dire quelles sont les plus importantes. Je dirais la première, probablement, c'est l'estimation du nombre réel de cas de maladie d'Alzheimer et de démence qui surviennent dans la population pendant une période donnée. Ça permet de chiffrer les besoins de la population. La maladie d'Alzheimer et la démence ont une particularité, c'est que, comme quand même d'autres maladies chroniques, elles ne conduisent pas toujours à un diagnostic ou à un recours aux soins, voire un recours aux aides. On considère qu'à peu près 1 cas sur 2, à peu près seulement, recourt aux soins et aux aides pour une maladie d'Alzheimer. Donc le seul moyen d'avoir des chiffres précis d'occurrence de la maladie d'Alzheimer ou des démences, c'est de faire ce type d'enquête en population. Et donc PACWID a permis de fournir, avec d'autres études européennes, les premières estimations du nombre de cas dits prévalents, de cas présents à un moment donné, de nombre de nouveaux cas qui arrivent avec ce diagnostic chaque année, de la durée de la maladie, du risque de mourir et du risque de dépendance sur un échantillon représentatif de la population. Donc ça a permis, par exemple, d'estimer que le nombre de déments était en 2008 de 850 000 déments en France. Et ce chiffre-là montre la fréquence de la maladie. Quand vous avez une maladie aussi grave que la maladie d'Alzheimer, la maladie apparentée, qui touche 850 000 personnes, alors que par exemple il y a 600 000 cas de cancer en France, ça chiffre que c'est une maladie qui doit être un problème de santé publique. Et c'est donc, finalement, c'est en partie grâce à PACWID que les politiques ont pris conscience du problème que représentait la maladie d'Alzheimer, parce que si c'est 850 000 personnes, c'est aussi 850 000 personnes qui sont dans 850 000 familles. Et donc, c'est presque, je dirais, 2 millions, 3 millions de personnes concernées, et aussi 2 millions ou 3 millions d'électeurs. Donc, vous voyez, c'est pas du tout né
négligeable. C'est vraiment un problème qui est devenu un problème politique. Deuxième résultat très important, c'est que donc vous avez compris qu'on suivait ces personnes depuis 25 ans maintenant, et comme on les voit très régulièrement, en mesurant leur capacité intellectuelle et leur capacité fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne, on a donc pu constituer une histoire naturelle de chaque cas, finalement. Et une personne qui développe maintenant sa maladie d'Alzheimer, on a son histoire sur 25 ans. Et on a ainsi pu montrer, c'est probablement le papier le plus, disons sur le plan scientifique en tout cas, le plus important de Packweed, on a montré que 13 ans avant le diagnostic de la maladie, il y avait déjà un déclin de certaines fonctions intellectuelles. Alors, est-ce que ce déclin est lié à la maladie elle-même qui serait sous-jacente, ou est-ce qu'il traduit simplement une fragilité de la personne qui va plus tard développer la maladie? Ça, pour le moment, on ne peut pas encore le dire. C'est plutôt des études comme l'étude des 3 cités, qui est une deuxième étude de cohorte sur laquelle on travaille, dans laquelle il y a une biologie beaucoup plus importante et une imagerie avec des IRM répétés, qui pourra nous permettre de dire est-ce que ces troubles initiaux sont liés vraiment déjà à une maladie in situ, ou est-ce qu'ils traduisent simplement une fragilité générale qui est le vieillissement pathologique. Troisième point important, les facteurs de risque de la maladie. On a été parmi les premiers au monde à montrer, par exemple, le rôle du niveau d'études. On était quasiment premier ex aequo avec Robert Katzmann, dont le travail a été réalisé en Chine d'ailleurs. C'est assez intéressant de voir que c'est finalement pas uniquement les pays anglo-saxons qui contribuent, et disons occidentaux qui ont contribué à la compréhension de la maladie, mais aussi déjà la Chine. Le premier travail publié en 1991 sur une étude de population en Chine montrant que le niveau d'études était un facteur majeur de risque de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et à la même époque, on a montré que chez les vieux Girondins et les vieux habitants de la Dordogne, c'était la même chose, que le fait d'avoir fait uniquement des études primaires sans passer le certificat d'études, parce que pour cette génération, le diplôme le plus important était le certificat d'études. Donc, c'est le fait d'avoir franchi cette étape qui réellement changeait ensuite, était associé à un changement de risque de la maladie d'Alzheimer. Et c'est Robert Katzmann, à partir de là, a développé une théorie qui s'appelle les capacités de réserve, qui est une théorie réellement extrêmement importante. Ça veut dire que l'homme serait capable de développer au cours de sa vie des capacités de réserve cérébrale qui lui permettraient de compenser une maladie qui se met en place dans le cerveau et de faire que cette maladie survienne plus tard dans l'évolution. Et ces capacités de réserve et de compensation sont maintenant une des bases de ce qu'on propose pour prévenir la maladie. Et toutes les stratégies qui sont proposées actuellement, avec en particulier les activités physiques, les activités stimulantes, etc., sont basées sur cette théorie des capacités de réserve auxquelles on a contribué. Bon, on a aussi travaillé sur la nutrition, on a travaillé sur l'exposition à l'aluminium, il y a eu bien des facteurs de risque, c'est trop long de rentrer dans les détails. Donc ça, c'est les 3 premiers points. Et le 4e, qui est aussi très très important, c'est de montrer la place de la maladie d'Alzheimer, la maladie apparentée, dans la dépendance du sujet âgé. On peut dire que la part attribuable à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées dans la dépendance qui dure du sujet âgé, c'est au moins 50%. Ça veut dire que tout le problème qu'on se pose autour de la dépendance, qu'on n'arrive pas à résoudre, puisque les politiques ont jeté l'éponge dans ce domaine, ce qu'on peut comprendre, parce que déjà les retraites c'est compliqué, mais alors en plus la dépendance du sujet âgé c'est encore plus compliqué. Eh bien, en fait, cette dépendance du sujet âgé, elle est avant tout liée à la démence. Que ce soit la dépendance dans les activités instrumentales de la vie quotidienne, toilette,
que ce soit par exemple utilisation des transports, gestion du budget, faire la cuisine, faire le ménage, ou que ce soit dans les activités essentielles, toilette, habillage, alimentation, transfert, etc. Eh bien, la cause principale de très loin, c'est la démence et la maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire que si on développe une politique de prévention de la démence et de la maladie d'Alzheimer, si on met le doigt sur une thérapie efficace, alors on résout en partie le problème de la dépendance. Donc, vous voyez, c'est un enjeu considérable. Et d'ailleurs, on a produit l'année dernière un rapport pour la CNSA, basé essentiellement sur PACWID, et ses résultats, et également sur 3C, et une autre étude sur les agriculteurs. Voilà, en gros, les résultats importants et l'originalité que l'on a d'aller chercher cette maladie dans la population, et de ne pas attendre que les gens viennent se plaindre pour faire le diagnostic. C'est très intéressant. Et c'est pour ça que c'est un vrai projet politique, alors au sens vraiment le plus noble du terme. Hein. Parce que bien sûr, il y a les électeurs, mais enfin, si on veut être un peu sérieux, c'est rendre leur liberté aux gens. Hein. Je veux dire, mais c'est ce qu'ils demandent. Ouais. Moi, j'ai ma mère, je m'occupe actuellement, j'ai encore ma mère et ma belle-mère qui ont 87 et 90 ans. Et quelle est la chose la plus importante pour vous? De très loin, c'est être libre de mes choix. Et ça, c'est pas un scoop, c'est ce qu'on lit aussi dans la définition de la qualité de vie des gens, c'est que les gens soient libres de leurs choix. Y compris, ma belle-mère a une démence mixte, y compris quand on a une démence qui disons, débutante, quoi, enfin jusqu'à, je dirais, 15 de MS, quoi, à peu près. Où là, la liberté reste l'élément essentiel. Absolument. Et pas le contraire. Enfin, on peut penser le contraire. Ah ouais. Alors que pas du tout. D'accord. Alors, est-ce que cette question de ce travail sur 25 ans, quand même, c'est fabuleux. Ah oui. Est-ce que ce travail sur 25 ans, ce travail de terrain, a fait qu'on est venu vous solliciter pour faire part de votre expérience ou de ce que vous en avez tiré ailleurs, sur d'autres terrains Oui, sur d'autres terrains, bien sûr. D'abord en Europe, où il y a eu très précocement des échanges avec d'autres pays, parce que c'est quand même extrêmement intéressant de voir comment évolue la maladie en Italie du Nord, en Italie du Sud, dans les pays anglo-saxons, en Suède, etc. Et on a vu qu'il y avait des différences considérables, hein, en fait. Hein. Ne serait-ce que, par exemple, sur le niveau d'études. Donc là, on a appris beaucoup de la relation. L'Italie du Sud est dans une situation où les personnes âgées de l'Italie du Sud avaient un niveau d'études extrêmement bas et quasiment pas aller à l'école, sauf 20 à 30% des gens. À l'inverse, l'Europe du Nord, au début du siècle dernier, déjà 80% des gens atteignaient le niveau secondaire haut, et voire le bac, ou le niveau bac, lorsqu'ils étaient enfants et adolescents. Donc vous voyez, c'est des écarts considérables. Et à partir de là, on s'est intéressé à d'autres pays. Et on a développé une recherche collaborative très efficace avec le Mexique, et puis plus récemment avec l'Afrique, le Bénin, et je rentre récemment de la République centrafricaine, où on fait également ce travail de terrain, d'étude du vieillissement. Ça peut paraître un peu paradoxal de se préoccuper du vieillissement alors que leur vrai problème c'est le paludisme et le sida. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que dans ce cas, on va aussi chercher là-bas des solutions pour nous. Et puis aussi, on peut quand même donner un minimum de recommandations et de conseils à nos collègues sur la manière dont il faudra gérer quand ils auront fait leur transition épidémiologique. C'est-à-dire qu'on sera passé des maladies infectieuses aux maladies cardiovasculaires et puis au vieillissement. Comment on pourra gérer au mieux ce problème de la dépendance et de la démence du sujet âgé. Et ils ont, enfin je parle en Afrique, ils ont là-bas un énorme avantage par rapport à nous, c'est la structuration familiale.
Et le fait que finalement, dans une famille, il y a 10 à 12 personnes qui peuvent s'occuper de 2 à 3 vieux. Et donc ce rapport-là fait que eh bien, la démence, la dépendance est complètement intégrée et assumée par le milieu, tant que le milieu existe. Et ce qui se passe, c'est qu'en milieu rural, le milieu existe et ça se passe relativement bien. Et en milieu urbain, le milieu est en train d'exploser et ça se passe beaucoup moins bien. Donc on retrouve ça et ça nous conforte dans l'idée que finalement, l'opposition entre le modèle biomédical de la démence et le modèle psychosocial du vieillissement en général est très artificielle. Mais en fait, les deux sont extrêmement complémentaires. C'est un des gros avantages quand même du plan Alzheimer. Ça, je crois qu'il faut le dire une fois là-dedans, c'est qu'il a pris en compte ces deux aspects. Et peut-être pour nous, médecins, en privilégiant peut-être un peu trop le modèle psychosocial, mais ça va s'équilibrer et je pense que c'était très important de le faire à un moment donné.